Bonjour, bienvenue dans le troisième épisode du monde fou des éditeurs BIS. Alors on avait déjà parlé d'Artus Film et de Neo Publishing, et aujourd'hui on va vous parler d'un nouvel éditeur français qui est très sympathique, qui s'appelle Pulse Vidéo. Donc on sortit que très peu de titres pour l'instant, on parle moins de 10, mais c'est vraiment prometteur quand même, pour en parler. Ah oui, on peut le dire quoi. Et puis surtout, ils ont une manière un peu originale d'éditer leurs films, parce qu'ils demandent aux gens en fait de participer à des projets, et ensuite si ça atteint le but, donc sur des sites comme KissKissBankBank, et une fois que ça atteint le montant estimé, et ben voilà, ça se fait, et puis on reçoit chez nous les beaux films et les beaux objets quoi. Et des petits bonus. Voilà. Alors Pulse Vidéo c'est qui? Alors Pulse Vidéo c'est visiblement deux poteaux, donc c'est Claude Gaillard et Guillaume Le 16, Ouais. donc deux bisseux qui sont alliés pour éditer des films, aussi des livres, aussi des bandes son maintenant. Donc si tu nous parles un petit peu de leur univers. Bah oui, pour l'instant, on va dire qu'ils ont édité vraiment dans des styles assez précis, parce qu'ils ont édité des post-apo, donc des années 80 Italien. voilà, italiens, donc c'est des films quand même assez rares, vous allez voir, qui n'ont pas été édités pour la plupart depuis les VHS en fait de l'époque. D'ailleurs, on en a quelques-unes à vous montrer. Et aussi des films un peu cultes dans le domaine du cinéma érotique et pornographique, français surtout, mais il y a aussi américain aussi. et américain. Voilà. Donc vous allez voir, il y a des belles petites perles et c'est souvent des très très belles remasterisations. Là, il n'y a rien à dire sur la qualité technique. Ah oui, puis beaucoup de bonus quoi. Voilà, ça c'est super intéressant. Alors du coup, la première campagne de financement participatif, c'était en octobre 2019. Donc il y avait deux films, donc avec, je ne me souviens plus trop des conditions, mais voilà, au niveau du prix, donc on avait un Blu-ray, deux Blu-ray, après il y avait soit une bande son aussi, ou même de la customisation de voitures aussi. Oui, aussi. C'est assez marrant. Alors le premier film, donc c'était celui-ci, donc Les Exterminateurs de l'an 3000, donc un film de Giuliano Carnimeo. Donc voilà, tu peux montrer avant-après. Oui, voilà. Donc il était sorti avant en VHS. Donc voilà la VHS. Ouais. Il y a eu une énorme remasterisation sur l'image. Magnifique. C'est hyper propre. C'est vrai qu'on redécouvre un peu les films, quoi. C'est vrai que. Bah oui, non, mais là, après, moi, je l'avais pas vu en VHS, je l'aime, j'ai pas regardé, mais c'est vrai que Oui, enfin, c'est un film vraiment, vraiment sympathique. Un post-apo, donc au niveau du décor, il n'y a pas grand-chose, c'est une espèce de vieille carrière avec des vieilles voitures. Bon, c'est pas post-apo classique, mais vraiment, ça passe bien, le rythme est bien. Au niveau des bonus, il y a plein de choses. Donc il y a le film en version VHS. Ça, c'est sur tous les post-apo en Blu-ray. Bon, je pense que c'est plus pour le fun. Donc voilà, il y a la différence. Une interview de Claude Gaillard sur les bouquins. Il y a vraiment des bandes annonces. Il y a commentaires audio. Des photos, des courts métrages en plus. Vraiment, c'est très très complet. Donc voilà, pour parler un petit peu du réalisateur, donc il est surtout connu pour avoir fait deux western spaghetti vraiment un petit peu culte maintenant. Donc il y a Bonne Funérailles, Ami Certana Pera, voilà, des trucs comme ça. Et un autre que j'aime beaucoup, qui avait été édité chez Artus, que j'aime beaucoup, c'est Quand l'école te fume, on l'appelle Cimetière. Donc c'est des western spaghetti que je vous conseille vivement. Donc ça, on peut quand même dire que c'est presque le dernier film de Carnimeo, donc je pense une fin de carrière un petit peu où il a voulu se mettre un petit peu dans le moule de l'époque, les films post-apo. Je pense qu'il marchait pas trop mal, quoi. C'est ça. Alors au niveau du casting, c'est assez intéressant parce qu'on retrouve quand même un vieux briscard du cinéma bis et cinéma classique qui est Valentino Venantini. Alors on en a déjà beaucoup parlé dans les vidéos précédentes parce qu'il a quand même joué dans le Cornio avec De Funès ou les Tontons Flingueurs ou le Grand Restaurant quand même. Et il a aussi joué chez Castellari dans des post-apo comme ça. Il a joué aussi pour D'Amato. Voilà, c'est assez monstrueux quand il joue un Cannibal Ferox aussi. Enfin, voilà. Il y a son fils qui joue dedans aussi, donc Luca Venantini. Donc voilà, un acteur pas très connu, mais visiblement qui a été un petit peu casté pour le truc. Et un autre aussi, vieux briscard qu'on aime beaucoup, donc c'est Alan Collins, si tu veux nous en parler. Alan Collins, son vrai nom c'est Luciano Pigozzi. Donc certains l'appellent le Peter Lorre italien, parce que, voilà, pour les ressemblances physiques. Et c'est un acteur qui est très très connu pour avoir joué dans tous les films
ou quasi tous les films de Antonio Margheriti, voilà, qu'on aime beaucoup. Donc c'est un peu une gueule du cinéma bis qui revient souvent, et qui est un très, très bon acteur, franchement, par ailleurs, hein, qui a même joué dans des films beaucoup plus classiques. Bah oui, on l'a vu chez Rossellini, on l'a vu chez Lelouch aussi. Voilà, c'est ça, qui a commencé sa carrière dans du cinéma plus classique, mais qui a fait quand même la plus grande partie de sa carrière dans le cinéma bis, quoi. Ouais, puis là, il a un petit peu, on sent, c'est sur la fin de carrière, il fait des rôles des années 80, c'est vraiment les rôles, il fait un petit peu le papy gâteux avec sa grosse barbe, toujours un peu gentil, oui, c'est ça, toujours prêt à aider les autres, quoi. Un peu le sage aussi, tu vois, les chefs de clan, des trucs comme ça, quoi. Alors, pour l'anecdote, quand vous regarderez le film, parce que je suis sûr que vous allez l'acheter, vous reconnaîtrez sans doute, quand vous écouterez la voix de Valentino Valentini, qu'il a été doublé par un acteur français que vous connaissez tous, qui était Pierre Athé, qui nous a quittés il y a quelques années, qui est surtout connu pour faire la voix de Doc en français, ou le Joker, ou des choses comme ça. Donc c'est une voix très marquée, et là, c'est vrai, quand je l'ai vu, j'ai fait, oh la vache, direct, c'est assez marrant, quoi. Voilà. Alors pour le deuxième film, moi je me suis jeté dessus, vraiment, ça faisait très longtemps que je voulais le voir. Atomic Cyborg, de Sergio Martino, qui est un petit post-apo, vraiment, bon, qui surfe un peu sur le succès de Terminator, ou Mad Max, des choses comme ça. Qui est un film vraiment sympa. Alors pour rappeler quand même, pour les deux films en financement participatif, c'était quand même 35€ les deux. Je trouve que oh oui, c'est quand même clairement accessible. Alors nous on avait mis un peu plus, on avait mis 50, mais on avait eu un fameux t-shirt avec. Donc malheureusement il est au sale pour nous deux, donc oui, on aurait peut-être dû un le mettre, photo, mais bon, voilà, un super t-shirt. Donc revenons à nos moutons, donc Atomic Cyborg, donc un film par Sergio Martino, surtout connu pour avoir réalisé des giallo comme La Queue du Scorpion. Ouais, Torso, des choses comme ça. Ouais, des westerns aussi. Il a fait un film post-apo aussi qu'on aime beaucoup, c'est 2019 après la chute de New York. Un des importants. D'ailleurs, peut-être qu'un jour, peut-être. On le verra en Blu-ray, mais bon, visiblement ça a l'air compliqué au niveau des droits. Donc voilà, c'est un film, moi je trouve sympathique. Bon, c'est pas un chef-d'œuvre. Non. Mais ça se regarde bien. Il y a, ça reste classique, quoi, vraiment rien d'extravagant, quoi. Au niveau des bonus, donc pareil, il y a le film en version VHS. Il y a une interview d'1 heure de Sergio Martino. Alors ça c'est vraiment intéressant. C'est très très cool. Donc des bandes annonces, etc. Des photos du film. Pour parler un petit peu du casting, donc pas mal de monde. Notamment Claudio Cassinelli, qui était vraiment un habitué de Martino, qui a joué dans pas mal de ses films, comme Le Continent des Hommes Poissons. Il avait joué aussi dans La Montagne du Cannibale. Et malheureusement, il est mort sur le tournage du film, en accident d'hélicoptère. Voilà. Dans une des scènes de fin du film, en fait. Donc un peu tragique. Hein. Donc c'est pareil, c'est un acteur que vous verrez beaucoup dans le cinéma bis italien. Hein. Fin 70, début 80, on le voit beaucoup, même chez Lucio Fulci par exemple. Un autre acteur, donc George Eastman évidemment. Qui joue une espèce de gros bourrin camionneur qui fait des bras de fer, et voilà, le mec un peu qui veut montrer sa virilité à tout le monde, quoi. Oui, d'ailleurs, quelques scènes de bras de fer un peu bourrines qui rappellent un peu le film avec Stallone. Comment s'appelle ce film déjà? Over the Top. Over the Top, ouais. Exactement. Mais il y a beaucoup de références en fait. Et je sais pas, il est sorti en quelle année celui-ci déjà? 86 en France en tout cas. 86. Ouais. Donc Over the Top, c'est donc je pense qu'il y a clairement une inspiration. Oui, bah même à un moment il y a l'espèce de robot qui se coince le robot, ça fait là, ça Terminator. Fait oui, c'est sûr. Hein. Ah bah oui. Donc George Eastman, que voilà, pareil, qui est un acteur, on en a déjà parlé énormément, donc on va pas revenir dessus, mais voilà, qui est surtout connu pour être un petit peu le bras droit de Joe D'Amato, qui a joué pour Castellari aussi, qui est scénariste aussi beaucoup. Donc là, il fait une espèce de méchant. Voilà. Bah voilà, qui est vraiment pris pour sa stature imposante. Oui, c'est sûr. Voilà, son physique, quoi. Autre acteur, on peut parler aussi de Donald O'Brien, donc un acteur aussi irlandais, qu'on a vu dans beaucoup de Joe D'Amato, de Fulci. C'est l'homme qui, si un jour vous connaissez un petit peu Manaya de Sergio Martino, c'est le mec qui se fait couper la main au début du film. Qui a une gueule aussi très marquée. Un acteur intéressant qui a joué beaucoup de western spaghetti. Donc là, il fait un petit rôle de savant. Voilà. Et un autre acteur aussi, évidemment, de film qui est légendaire, c'est John Saxon. Voilà, complètement. Bah oui, donc un acteur américain. D'origine italienne. Qui a plutôt pas un grand rôle quand même, on le voit un peu au début. Oui, on voit vraiment toutes ces scènes sont dans le même bureau en fait. Oui, c'est ça. Voilà. Vraiment la star qui vient chercher le chèque et tout. C'est un peu la star du film, on va dire, je veux dire, un peu bankable, mais voilà, un excellent acteur, on l'a vu dans plein de films.
Alors, pour les citer, hein, Freddy, Opération Dragon. Voilà. Oui, puis qu'il y a joué dans quelques bis italiens quand même, Ouais. notamment chez Umberto Lenzi ou voilà, des gens comme ça. Quoi. Et du coup, pour le côté féminin, la touche féminine du casting, il y a aussi l'actrice suédoise Jeanette Agren, qu'on a pu voir dans des films comme La secte des cannibales de Lenzi, Calidor de Fleischer, ou aussi Freyr de Fulci, et puis d'autres films comme Aventid, une comédie de Billy Wilder, avec Jacques Lemmon. Alors au niveau de la musique quand même, on peut parler que la musique est très typée 80. Ouais, donc c'est Claudio Simonetti qui s'en est chargé. Alors Simonetti était surtout connu pour être un membre du groupe Goblin, un groupe aussi inévitable quand on s'intéresse du bis italien. Donc voilà, très sympa. Et puis aussi au scénario qui a été signé par plein de mains, mais il y a quand même, on retrouve Dardano Sacchetti quand même, qui a dû signer à lui tout seul au moins un tiers des scénarios du bis italien. Quoi. Il a signé des films pour Fulci, tous ces grands succès, là, pour faire des zombies, Lodola, c'est lui qui a signé ça, il a fait des scénarios pour Bava. Enfin voilà, c'est assez monstrueux, hein. Je vous conseille d'aller voir sa page Wikipédia, c'est assez impressionnant. Une autre richesse de ce film-là, c'est aussi qu'il a été tourné quand même aux États-Unis. Donc quand même, il y a quand même des décors assez grandioses, notamment une course-poursuite à la fin avec l'hélicoptère dans un canyon, qui est franchement... ça fait un post-apo un peu friqué en fait, oui, comparé aux autres, oui. les autres post-apo italiens. Quoi. Alors, vers novembre-décembre 2020, donc il n'y a pas si longtemps, ils ont lancé une campagne qui a vraiment battu les scores, hein, parce que ça a été quand même à 790%. Faut vous rendre compte, ça c'est monstrueux. Alors évidemment, dès qu'on parle un petit peu sexualité, ça grave. Hein. Donc ils ont édité un film qui s'appelle donc La Femme Objet. Il y a des amateurs, faut croire. Qui avait été déjà édité en DVD dans des collections Alpha France, là, donc des choses qu'on trouve dans les sex shops qui sont très chères maintenant, très rares. Donc c'est un film qui est considéré comme un des meilleurs films porno français des années 80, quoi, début 80. Donc c'est un film qui a été réalisé par Claude Mulot, donc sous le pseudonyme de Frédéric Lansac. C'est ce pseudonyme qui signait ces films X. Donc moi c'est un film que je trouve vraiment presque poétique, on va dire. Donc c'est vrai que ça reste un film de cul, hein, on va dire. Mais il y a des choses vraiment intéressantes dans ce film, notamment au niveau du casting, parce qu'on retrouve Richard Allan, donc qui est connu vraiment comme vraiment reconnu comme un des acteurs les plus connus du porno français, et Marilyn Jess, hein, donc connue aussi sous le nom de Patinette, qu'on connaît un petit peu maintenant aussi, donc c'est sympa. Donc voilà. D'ailleurs, le film, j'ai eu la chance de l'avoir, elle me l'a signé en direct, donc j'étais très content. Donc voilà, un film qui se mérite de voir, qu'on s'intéresse un petit peu à cette époque, l'âge d'or du X, hein, comme on dit, fin 70, début 80. Oui, voilà, ça essaye de raconter quelque chose quand même. C'est aussi un film qui est assez esthétique, qui se passe dans un appartement, très dans l'époque en fait. Oui, bien sûr. Ouais. Après, on peut quand même rappeler que Mulot, c'est pas son premier film, hein, il a commencé fin 60. Il a fait son deuxième film qui est surtout connu, qui s'appelle La Rose écorchée, donc, qui est un petit peu une variante des Yeux sans visage de Georges Franju, donc qui est un film assez beau. Claude Mulot qui est vraiment un bon réalisateur en fait. Un bon réalisateur, avec une super photo, des histoires, très. Donc c'est pas parce qu'il se met au cinéma X qu'il devient mauvais, quoi. Non, bien sûr. Il continue à bien cadrer, à bien filmer, à bien diriger les acteurs. Je trouve qu'ils jouent tous très bien. Et bien, oui, je pense que si vous êtes amateur du cinéma X comme ça, vintage, celui-là il est à voir. Bien sûr. Puis surtout Marilyn Jess qui est absolument sublime. Magnifique, oui. Comme d'habitude. Mais voilà. On peut dire qu'à l'époque, Claude Mulot, ou Jean Rollin, ou José Benazeraf, ou Claude Bernard Robert, des gens comme ça qui étaient des vrais réalisateurs, entre guillemets, sont tous lancés dans le porno en fait, parce que ça rapportait, et voilà. Donc c'est un peu chose commune en fait. Il y avait des coûts de production assez bas, et puis c'était très demandé en fait à l'époque. Et je pense qu'ils vont sûrement rééditer d'autres. Espérons. Et puis, et puis pareil, il y a beaucoup de bonus, on peut dire. Donc il y a eu une grosse interview de Richard Allan, Marilyn Jess et Didier Philippe Gérard, qui était l'assistant réel et beau-frère de Claude Mulot, qui était lui aussi réalisateur de films porno sous le pseudonyme de Michel Barney Libar.
Ça c'est drôle, hein. Comme il l'a raconté, j'étais assez mort de rire. Et en fait, qui a fait des films porno aussi très sympathiques, hein, notamment sur Délire, Mes nuits avec Alice, Maud, des films comme ça, Les hôtesses du sexe aussi. Donc des films qui ont été montés par Gérard Kikoïn, donc là on repart encore avec un autre réalisateur pour nous faire voir tout un univers très soudé en fait, hein, vraiment une bande de potes. Hein. Voilà, celui-là Quand il est on y monté pense. par Pitoff qui est aussi connu, qui a monté beaucoup de choses à l'époque. Donc, Pour revenir à Claude Mulot, quand même, c'est vrai qu'il a un parcours assez intéressant avec des films assez emblématiques du bis français. Hein. Donc, tout à l'heure on parlait de La Rose écorchée, après il y a eu La Saignée, donc ces deux films ont été édités chez Chat qui fume. Après un film que j'aime moins, qui s'appelle Profession aventurier, que j'aime moins. qui est pas fou, qui est pas Non, fou, non, mais qui est pas c'est très pas fou. son meilleur. Après il a fait une comédie, donc C'est jeune et ça c'est tout, que je n'ai pas vu malheureusement. Le sexe qui parle, donc qui est son premier film porno, qui est vraiment aussi très drôle et Le 75. ouais, 75, hein, qui est très esthétique aussi, où c'est une femme, son vagin parle à sa place et son vagin est pensant en fait. Donc déjà c'est très fou. Déjà ça fait bon. Ouais, puis mine de rien, il est assez. C'est un des premiers en fait, 75, c'était vraiment le début quand Au même. début, oui, bien sûr. Hein. Donc après, il a enchaîné beaucoup de films porno, en fait, à l'époque. Hein. Donc il y a eu Shocking, Échange de partenaires avec Karine Gambier, qui est sympathique aussi, qui était sorti en version coupée chez Backfilm, d'ailleurs. Après, donc, il a fait Suprême Jouissance, La Grande Baise, hein, donc, Belle d'un soir avec Brigitte Lahaie, donc des films, voilà. Le nom. Ah bah oui, Voilà. c'était dans l'esprit, il fallait attirer rien qu'avec le titre. Hein. Bien On sûr. pouvait pas trop en montrer sur l'affiche à l'époque. Non, non, c'est sûr. Hein. Donc le sexe qui parle d'eux. Ouais, le fameux objet. Il y a un film, moi, que j'aime bien, qui est sorti après, c'est L'Immoral, qu'on en avait déjà parlé pour les 3 ans de l'assaut. Donc il y a un film érotique, mais très soft, hein. C'est très mignon. Hein. Ah oui, oui. Donc c'est un espèce de drame aussi, où on suit une femme qui a un accident de voiture, je crois, et puis qui perd la mémoire. Ouais, c'est ça. Un film vraiment sympa, je trouve que c'est un de ses meilleurs, moi. Donc j'aime beaucoup ce film. Donc après, il a fait un film, Le jour se lève et les conneries commencent. Voilà, c'est une comédie poète-poète. Bon, je trouvais ça un petit peu dur à regarder, moi. Avec Ouais, l'apparition c'est de pas- Johnny Hallyday. C'est Bon, pas fou. Ouais. bon, moyen quoi. Donc après, il a fait un clip aussi pour Johnny Hallyday. Un clip, j'ai oublié le nom de musique, mais ça, il a fait un clip là-dessus. Donc après, il a fait un film pour Ariel Towers qui s'appelle Black Venus. Pas fou non plus. Ah oui, oui. Alors c'est un film que vous pourrez voir, il est en bonus de Les Charnels, qui est sorti chez Chat qui fume aussi, il est en bonus DVD dessus. Et son dernier film, Le couteau sous la gorge, hein, qui est un film respectable aussi. Oui, qui est une sorte de giallo à la française, avec un casting quand même plutôt alléchant, parce qu'il y a Brigitte Lahaie, Voilà, puis Florence Guérin aussi. c'est ça. Voilà, il y a- Brigitte Lahaie qui essaie de faire une carrière après le X quoi. Oui, voilà. Et puis bon, c'est un film ça se sent qu'il n'y a pas trop d'argent, il fait avec les moyens du bord, mais bon, qui peut être attachant. Hein, Bien vraiment. sûr. Mm. Qui est sorti en 86, c'est la même année malheureusement il s'est noyé en fait. Donc Oui, voilà, il y a un accident bête. voilà, fin de vie tragique voilà, mais voilà, il laisse une longue carrière intéressante. C'est vrai que Claude Mulot, on n'en parle pas assez souvent, et là je trouve que c'est très bien que des gens comme ça éditent ces films, quoi, porno ou non porno, peu importe, mais voilà, qui sont vraiment intéressants. Quoi. Alors en petit bonus aussi, évidemment, vu que j'avais contribué à la cagnotte, je fais partie des 690%, voilà. Donc on a eu des petites cartes comme ça, donc sympathiques avec Richard Allan, voilà, des actrices comme ça, Patinette, etc. Puis aussi des petites cartes comme ça, des petites cartes postales. Voilà, belle Voilà. carte postale. Ouais, donc signées Magnifique. de la main de Patinette en vrai, donc c'était très sympa. Voilà, j'ai eu beaucoup de chance. Et puis toi aussi, t'en as une qui est signée, donc c'est cool. Il y avait aussi le plan, parce que dans le film, Richard Allan, il veut concevoir une femme parfaite en robot. En fait, il y a un plan, et le plan, voilà, il nous l'a envoyé aussi. Donc c'est une sorte de Frankenstein revisité, on va dire, mais pour satisfaire ses besoins sexuels, parce que le personnage de Richard Allan est un info, en fait, un infomane, hein, donc il veut faire l'amour, sauf qu'il épuise ses partenaires, et il veut une machine parfaite qui elle, ne s'épuise jamais. Et qui se venge à la fin. Et d'ailleurs, il y a un petit message parce que les rôles s'inversent à la fin. Donc, bon, pour pas spoiler, je sais pas si on peut spoiler. On va les découvrir, mais en tout cas, je sais plus, vidéo, on se moque pas d'où, vraiment, c'est des œuvres. Voilà, il y a un bel objet, il y a des cartes postales, il y a des petits posters, des choses. Voilà, c'est très complet. Quoi. Et puis beaucoup de bonus, quoi. Voilà. Je vous le conseille, hein, c'est même. Ça reste un film porno, mais il n'y a rien de crade, quoi. Voilà, c'est bon enfant, quoi. Non, vraiment, voilà, c'est pas. C'est bon enfant. C'est pas les trucs hard d'aujourd'hui, vraiment, qui ont ni queue ni tête, entre guillemets. Hein. C'est un mauvais jeu de mots, mais là c'est vraiment, il y a un sens, il y a une esthétique, il y a une vraie vocation artistique, donc voilà, je vous le conseille. Si vous êtes un fan absolu de La Femme Objet, vous pouvez encore acheter le vinyle de la musique du film, donc, qui est composé par Jean-Claude Nachon. À
alors qu'a aussi travaillé déjà pour l'Immoral Ouais. donc avec Claude Mulot. Voilà, c'est une musique plutôt jolie, hein, franchement. Ouais, c'est assez électro un peu. Ouais, voilà, un peu électro, un peu rock aussi. Et le vinyle est franchement très joli, donc. Ouais. 35 €, je trouve que c'est. Voilà, c'est Ouais, honnête. puis je pense que ça va devenir assez vite rare. Donc, franchement, si vous aimez bien les musiques de cette période-là, allez-y, il est encore dispo. Donc. Alors, ils ont sorti un autre Blu-ray aussi sur le porno, donc c'est là du côté américain cette fois-ci. Alors malheureusement, moi, ce côté-là, je n'y connais pas grand-chose en fait. Donc voilà, c'est avec Ginger Lynn, une actrice américaine, donc, visiblement qui continue encore aujourd'hui. Elle a presque 60 ans et continue, donc c'est assez marrant. Donc ils ont sorti un Blu-ray avec marqué volume 1 dessus, alors on pense qu'ils vont en sortir d'autres. Donc avec 2 films, je cite hein, quand même, donc Adorable salope et une femme perverse. Voilà, je pense que là on est dans le bon thème. Hein. Donc il est toujours disponible, vous pouvez aller sur le site de Pulse Store et vous trouverez ce Blu-ray. Voilà. Donc ils ont édité aussi une trilogie d'une série de films, des comédies un peu sexy américaines, donc qui s'appelle Vice Academy, avec notamment l'actrice bien connue Linnea Kingley. Et Ginger Lynn évidemment du coup. Oui, voilà, et puis la même actrice. Et donc voilà, vous pouvez trouver la trilogie pour 30 €. Donc c'est franchement C'est Blu-ray. raisonnable. Bon, oui, c'est vraiment raisonnable. Après voilà, on peut pas vous en dire plus parce qu'on n'a pas vu. Donc, voilà, mais cela dit, apparemment c'est des films qui sont un petit peu rares, donc voilà, je vous laisse aller voir. Donc en janvier 2021, ils ont relancé une nouvelle cagnotte qui s'appelle Atomic Future Part 2. Donc où ils proposent 2 autres films. Et, 2 autres post-apo italiens du coup. Voilà, 2 autres post-apo. Et donc le premier, Les Prédateurs du futur. Donc un film réalisé en 83 par le très connu Ruggero Deodato. Alors celui-ci, je trouve que c'est vraiment une petite pépite. Celui-là. D'ailleurs, il est aussi appelé, notamment aux États-Unis, The Riders of Atlantis, parce que c'est un film qui mixe pas mal de choses en fait. Ça parle de catastrophes un peu écologiques, où il y a une sorte de catastrophe qui arrive, qui va détruire la Terre. Et du coup, il y a une partie du monde qui est désertée en fait. Il y a des gangs Oui, qui puis ça règnent. finit à moitié sur une plateforme au milieu de l'eau aussi. Alors Bah, et en fait, voilà, ils sont à la recherche de la cité Atlantis, donc ça finit sur une île, sur une sorte dans la forêt en fait, dans un temple. Bon, le film est chelou parce qu'il mixe pas mal de trucs en fait. Ça va mixer un peu le film d'aventure, mais aussi le film qui ressemble un peu plus à Mad Max au début en fait. Ouais, bien sûr. Et c'est super bourrin quoi. Il y a beaucoup d'action, ça canarde dans tous les sens. Il y a pas mal de courses poursuites, notamment une sur un car. Vraiment cool. Donc voilà, celui-là, on vous le conseille. Bah oui, puis bon, Deodato, surtout connu pour avoir été le réalisateur de Cannibal Holocaust, a un vrai sens du rythme. En fait, je trouve que. On se fait pas chier. Jamais en fait. Enfin, je trouve dans tous les films que j'ai vus de lui, à chaque fois, ça passe toujours quoi. Puis la petite nouveauté pour ces nouveaux packs, c'est qu'il y a une jaquette réversible en fait. Donc, notamment, voilà, vous pouvez voir, hein, vous choisissez le côté que vous voulez quoi. Donc voilà, c'est assez marrant quoi. Donc, il y a des bonus, il y a une interview de Deodato évidemment. Donc voilà, un film très sympa en plus qui a jamais été édité depuis la VHS en fait. Donc faut sauter sur l'occasion. Avec pareil une qualité d'image qui est très très appréciable quoi. Oui, bien sûr. Bah, c'est un film qui recèle vraiment beaucoup de détails en fait. Il y a beaucoup de choses qui se passent à l'écran. Des fois dans des parties un peu sombres d'ailleurs, dans des sous-sols, dans une forêt. Donc le fait d'avoir une bonne qualité, c'est vraiment un plus quoi pour redécouvrir le film. Bah bien sûr, ouais, c'est un film c'est un film qui a été qualifié un peu de nanar aussi, voilà, donc c'est un film qui a été tourné aux Philippines, donc pas non plus un énorme budget, hein, on peut le dire. Hein. On peut parler un petit peu du casting aussi, donc il y a surtout un acteur qui est un petit peu connu dans le bis, c'est Christopher Connelly. Moi je l'ai surtout vu chez Fulci par exemple, dans La Malédiction des Pharaons, qui est pas un très bon film, et aussi dans Strike Commando, il fait le méchant, où il y a une mort sublime, où il explose, on voit un mannequin en dernier moment, voilà, c'est un acteur qui est... Bon, là, qui est pas un très bon acteur, mais qui a une gueule quand même. Il joue bien dedans, il est gentil dans celui-là, donc c'est assez cool. Quoi. Il y a aussi quand même Ivan Rassimov, qui est connu notamment pour avoir joué pas mal de films de cannibales,
donc aux côtés de Lenzi. Donc c'est le héros principal, donc, enfin le héros de Cannibalis. Donc, et ensuite il rejoue dans la secte des cannibales de Lenzi. Puis qui a quand même une grosse carrière dans le bis, hein. Il a joué dans beaucoup de films. Donc, Non, bien sûr. et pareil, une gueule aussi. Hein. Oui, oui. Alors on peut aussi dire un truc qui est assez intriguant dans le film, on peut voir Mickey de Soavi, donc, qui est surtout connu pour être un réalisateur, hein, donc de Bloody Bird, de La Secte, Le Sanctuaire, des films comme ça. Alors est-ce qu'il était assistant réalisateur sur le film? Ça, on peut se poser la question. Quand même. Peut-être. Parce que c'est l'époque où il était jeune, donc il était assistant réal de Joe D'Amato, de Lamberto Bava, des gens comme ça, ou Dario Argento. Donc on peut se poser la question vraiment. Donc, bon, petite curiosité du film aussi, le film est signé, réalisé par Roger Franklin. Donc voilà, c'est Encore une attaque des pseudonymes. Quoi. Voilà, un film vraiment, on vous conseille vraiment celui-ci. Ouais, celui-ci il est très très fun à regarder. Donc, ouais, très cool. Alors en deuxième film en complément de Prédateurs du futur, donc il y avait un film voilà, que j'attendais aussi depuis très très longtemps. Donc c'était 2072, Les Mercenaires du futur, donc un film de Fulci, un petit peu aussi dans la veine post-apo évidemment. Une petite rareté hein, quand même. Donc voilà qu'on avait découvert nous sur VHS. Ouais. Donc parce qu'à l'époque il n'était pas encore édité. Non. Dans Voilà, ça donne ça. Hein, voilà donc super édition. Bon, malheureusement c'est pas un très grand film. C'est pas un meilleur Fulci, mais il a quand même un côté kitsch et un espèce de côté Running Man avant l'heure en fait qui est assez intéressant. Hein. Donc c'est un film qui est sorti en 84, voilà, qui est un film très confus parce que donc là vous voyez ça fait un peu sur le Carpenter hein, que les années avant 2072. Alors en français il est marqué ils disent en 2001 dans le film déjà donc alors je crois que en Italie c'était 2033 donc voilà c'est très confus. Bon c'est pas très important mais donc c'est un film assez fun je trouve. On sent que Fulci n'est pas très impliqué dans le film, ça se sent je trouve au niveau de la réalisation. Non. Il nous habitue à mieux, hein, vraiment. Donc c'est un film qui a été aussi scénarisé par Dardano Sacchetti, donc on parlait tout à l'heure, hein, donc, qui a fait beaucoup de collaborations avec Fulci. Donc un film quand même, mine de rien, qui pourrait un petit peu critiquer la télé ou des choses comme ça. Hein. Je trouve il y a comme un petit message. Quand même, un petit peu. Les décors assez originaux mais qui deviennent un peu linéaires au fur et à mesure. Oui, bien sûr, et en plus sur VHS les maquettes passaient très bien, mais alors là vu que ça a été remasterisé c'est nickel, là on voit vraiment tous les défauts, vraiment les grosses maquettes, vraiment bien crado. Ouais, puis tout se passe dans des pièces pas mal, des murs blancs en fait. Oui, c'est un peu répétitif, vers la fin ça bouge un petit, enfin ça change un peu mais... Bien sûr. Donc là pareil, donc la jaquette réversible, hein, que l'autre affiche, donc, qui est très sympathique aussi. Hein. Ouais. Ce qui est vraiment cool aussi quand même dans le film, c'est son casting. Donc. Bien sûr, le casting. Alors on peut retrouver Jaren Bartin, qui est un acteur pas très connu, que vous avez pu voir chez les Bisseux, vraiment assidu dans Hydra, le film de Armando de Osorio. Donc voilà un acteur américain. Bref. Ouais, donc on peut retrouver aussi Fred Williamson quand même. Américaine quoi. Donc si tu nous en parles un peu. Oui, Fred Williamson, c'est un acteur américain qui a vraiment une gueule pas possible, qui a joué dans pas mal de films post-apo de l'époque. Hein, chez Castellari surtout. Ouais, voilà, les Nouveaux Barbares. Guerrier du Bronx. Guerrier du Bronx. Et puis il y en a d'autres, hein, sûrement. Je me souviens pas forcément. Mais voilà, un mec avec une gueule, mais il a aussi une grosse carrière dans la blaxploitation, parce qu'il joue dans Le Parrain de Harlem, qui est un super film. Ah oui, c'est un chef-d'œuvre, je trouve. Excellent. Et puis des films de par exemple William Lustig, Vigilante, voilà, quelques westerns, enfin des trucs vraiment. Chez Margaretti aussi un peu. Ouais. Aussi chez Margaretti. Notamment son super western où il met plein d'acteurs de la blaxploitation. Avec Jim Brown, ouais. Ouais, voilà. Après il enchaîne aussi une série de films qui s'appelait Black Cobra aussi. Notamment réalisé par Umberto Lenzi ou le fils de Margaretti, Eduardo Margaretti aussi. Ouais, donc ça aussi, c'est italien. Puis aussi connu pour ce film de Union en enfer aussi. Hein. Oui, aussi, de Robert Rodriguez, hein, je pense qu'il voulait un peu le remettre sur le devant de la scène. Alors moi je l'ai connu comme ça en fait. Donc, j'adorais sa tronche, j'adorais sa manière de jouer en cabotinant sans arrêt. Puis une voix qui est particulière aussi, bon, forcément. Et puis son cigare quoi. Puis voilà, son gros cigare. Son cigare, sa moustache, sa carrure aussi, parce que c'est un gars qui doit faire pas loin d'1m90. Donc, qui était champion aussi de football américain, aussi, avant d'être acteur. Oui, voilà, donc quand même son premier rôle c'est dans MASH. À l'époque, il était encore joueur de football américain. Et en gros, il l'appelle pour jouer et gagner
un match de football américain dans MASH, qui est donc un classique quoi, de Robert Altman. Alors au casting, vous pouvez aussi retrouver donc Al Cleaver aussi, hein, donc un habitué de Fulci quand même, parce qu'on l'a vu dans L'Enfer des Zombies, on l'a vu dans Le Chat Noir aussi un petit peu. Donc voilà, un acteur, il y a un bonus d'ailleurs sur le Blu-ray, vous pourrez voir où il parle un petit peu de... Donc il a plus trop de voix visiblement, on a vu. Hein, ouais, je pense qu'il a des problèmes de santé quoi. Ouais, au poumon. Donc c'est un acteur aussi voilà, qui disait pas spécialement apprécié de jouer dans des films comme ça, mais bon, qui a surtout survécu en jouant chez Fulci et D'Amato dans les années 80 en fait, donc on vous parlera plus tard. Donc c'est un acteur aussi qui a un petit peu joué pour d'autres productions, il a joué dans Mondo Cannibal de Jess Franco, donc une production au ciné, qui est un film imbuvable quoi, enfin oui, c'est vraiment pas intéressant. J'ai beau être fan de Jess Franco, là c'est pas bon. Ouais. Donc c'est une gueule, voilà, donc c'est un acteur italien, donc il a pas eu qu'une tête d'italien, mais bon, c'est un acteur, voilà, je trouve, qui fait le taf. Ouais, sacré tronche aussi quoi. Bien sûr. On peut retrouver donc aussi donc Donald O'Brien, on parlait tout à l'heure, hein, qui du coup là fait un espèce de mec défiguré, qui est un espèce de traître, pas trop vous spoiler. D'ailleurs, Dan Harland, je crois qu'il avait dit qu'il avait une tête de pizza 4 fromages, je crois. Hein, des gens très sympathiques, hein, donc voilà. Au casting, on peut aussi retrouver un acteur que j'aime beaucoup, on parlait tout à l'heure, qui est Claudio Cassinelli, hein, donc l'acteur attitré de Sergio Martino, qui là joue un espèce de médiateur en fait. C'est lui qui gère un petit peu la télé sur les combats de gladiateurs qui sont filmés en fait, donc c'est une espèce de fumier quoi, vraiment. Il joue très bien son rôle, je trouve. Là, il joue bien, c'est un bon acteur, hein. Je trouve que il a bien été choisi dans ce film. Donc, il sera repris par Fulci un peu plus tard, donc dans Murder Rock, un film très moyen aussi, où il joue un rôle aussi, voilà, dans le même genre quoi. Un autre acteur aussi, donc moins connu, qui s'appelle Yamanouchi, donc un japonais, enfin un italien d'origine japonaise. Donc pareil, qui est habitué dans des films comme ça, des post-apo, donc il joue chez Sergio Martino dans 2019 après la chute de New York, on l'a vu dans Le Guerrier du futur de D'Amato, dans des films comme ça en fait, où il fait toujours des pirouettes, des machins, qui pas s'en empêcher. Bon là c'est une espèce de cliché un peu de l'asiatique. Oui, c'est un peu le chinois de service qu'on va dire, alors qu'il est japonais, mais bon voilà, il est un peu pris de manière cliché quoi. Oui, il fait son taf. Il a une gueule aussi. Son taf. Donc on va aussi vous parler de la musique, hein, quand même, qui est très sympa, donc signé Riz Ortolani, qui est connu pour avoir fait voilà, des films de Mondo, notamment de Jacopetti Prosperi, des choses assez magnifiques, hein, un vrai compositeur de films quoi. Ah bah oui, comme on n'en fait plus, on va dire. Ouais, par exemple, on peut citer celle des Négriers, qui est absolument sublime, d'Africa Adio aussi, que moi j'adore. Voilà, et puis Mondo Canet, des choses comme ça. Mais pas que, enfin, il a vraiment une carrière monumentale, quoi. Limite aussi monstrueuse que Ennio Morricone, peut-être. Alors peut-être qu'il est moins connu, mais c'est assez monstrueux, quoi. Bien sûr, et du coup, vous pouviez, avec la cagnotte, acheter le vinyle. Voilà, donc on vous mettra une petite photo. Et la musique est vachement bien, franchement, super rythmée. Très électro-rock, vraiment dans son jus des années 80. Là, on est... limite, c'est un des plus beaux côtés du film, en fait, c'est peut-être la musique. Donc, ouais, il a l'air sans tête en plus. C'est vraiment... Ouais, puis le vinyle est magnifique, avec un beau splatter, une belle cover. Franchement, là, ils ont fait un super travail. Donc, c'est super cool. Donc au mois de mai, c'était reparti avec une autre cagnotte Atomic Future 3, avec un seul film cette fois. Donc un film maintenant un petit peu culte et recherché. Hein. Pas des moindres. Hein. Donc bien sûr, Le Gladiateur du futur, de Joe D'Amato, aussi connu aux États-Unis sous le nom de Endgame. Donc voilà la VHS que vous pouvez voir. Qui est un film vraiment sympa aussi, donc pas très riche, hein. Sans que c'est un petit budget, mais ouais, de la volonté, et puis c'est vraiment fun, je trouve. Voilà, c'est... Bon, après le lissage, la qualité du Blu-ray fait qu'on voit tous les défauts. À un moment, on voit une espèce de caillou qui se lève par télépathie, on voit la ficelle. Hein. Donc, voilà. Oui, forcément, ça se voyait moins en VHS, quoi. Donc, D'Amato est souvent cité à tort comme le réalisateur d'un autre film aussi qui est sorti à la même époque, c'est 2020 Texas Gladiators. Alors, non, c'était réalisé par George Eastman en fait. Même encore aujourd'hui, les gens ne le savent pas. Donc, George Eastman, évidemment, qui est au casting du film, mais aussi qui a signé le scénario. Donc voilà, c'est une petite information. Donc il joue dans le film aussi.
Tu peux nous parler du casting de la VHS, comme ça, c'est drôle. Ouais, c'est super. Réalisation, donc Steven Benson, voilà, c'est le pseudonyme de Joe D'Amato. Ensuite, interprétation, Al Shiver, attention, CH. Mauriette Chen, donc dans le film. Laura Gemser, la Black Emmanuel. Voilà, c'est ça la muse de Joe D'Amato qui est voilà, toujours superbe et sublime. Et par contre, George Eastman, ils n'ont pas écorché son nom. Ou... Après, c'est déjà un pseudonyme au final. Donc, oui, c'est vrai. Son vrai nom, Luigi Montefiore, quand même, c'est déjà un peu plus rital. Quoi. Ouais, c'est sûr. Donc, non, voilà, c'est très cool de l'avoir en tout cas. Bah, une petite rareté qui commence à valoir un petit peu, mais maintenant vous avez le Blu-ray, donc voilà. Oui, alors, évidemment, aussi, il y a la jaquette réversible avec une autre affiche aussi sympathique, comme ça. Donc, c'est un film qui peut aussi rappeler Running Man avant l'heure aussi. Hein, on suit des gladiateurs qui se combattent à travers une espèce de ville un peu comme ça, fantôme, quoi, s'entretuent. Donc, George Eastman, c'est un des. Comment on peut dire, une espèce de bourreau, quoi. Enfin, je veux dire, ça rappelle un petit peu aussi le prix du danger, un film avec Gérard Lanvin. Oui, c'est ça, où il y a, voilà, c'est le même style. Il y a une scène au début du film où il présente tous les chasseurs, donc qui vont être là pour tuer les autres, et puis les autres essaient de s'en sortir, quoi. Bien sûr. Donc c'est un film d'action au final, hein, vraiment. Oui, puis ça rappelle un peu aussi le temps du fascisme, où il y a une espèce de soldats qui ont des casques un peu qui peuvent rappeler les Allemands aussi. Voilà, donc c'est un film assez sombre. Bon, qui est souvent aussi conseillé comme un nanar, moi je trouve pas après. Voilà, donc c'est un peu fauché, de toute façon, les post-apo italiens, il n'y a pas beaucoup d'argent, ils font avec ce qu'ils peuvent, ils essayent de copier les classiques américains, Mad Max, et malheureusement ils n'ont pas le même budget, quoi. Donc, 1h97, des films comme ça d'anticipation, quoi. Oui, complètement, c'est ça. Donc voilà, tu peux aussi me dire le compositeur de la musique quand même, parce que là ils ont mis écoutez, la musique c'est composé par un inconnu au bataillon, parce que Bruce Hunt, moi je ne connais pas. Non. Voilà. Bon, on a fait nos petites recherches. Bien sûr, hein, puis on rigole sûr que c'est Carlo Maria Cordio, donc un compositeur qui a énormément collaboré avec Joe D'Amato. Donc là en bonus c'est super cool parce qu'on a une interview de lui et un morceau où il joue un morceau du film au piano. Donc c'est très sympathique, hein, vraiment, je trouve que c'est du beau travail. Et donc vous pouvez avoir la bande son en vinyle. Voilà. Aussi, ouais. Qui est sorti en même temps que le Blu-ray. Au niveau des bonus, c'est magnifique. Hein. Donc il y a une interview de l'acteur et du scénariste sur Eastman, assez récente. Donc je crois que c'est des bonus qui viennent de Séverine Édition, donc une édition américaine qui a pas mal édité de post-apo ou de films de Jess Franco chez eux, voilà. Ouais, très bien filmé. Et puis là, il y a des sous-titres français. Donc c'est cool. Plus, quoi. Donc il y a aussi le film en VHS, toujours. Hein. Et il y a aussi des bandes annonces restaurées de Joe D'Amato aussi. Donc ça c'est vraiment cool. Vraiment sympa. Et puis en petit bonus aussi, donc il y avait des petites cartes. Hein, voilà. Des petites cartes comme ça, donc, pour certaines réversibles. Voilà, bon, qui est toujours sympa. Toujours en plus, hein, fait une petite déco. Et puis il y a quelques explications après sur les acteurs en fait. Oui, voilà. Alors sur le site Pulse-Store, vous pourrez retrouver des livres écrits donc majoritairement par Claude Gaillard et aussi par Guillaume Médicès. Donc c'est pas des bouquins édités par Pulse Vidéo, mais quand même par ses créateurs. Oui, voilà. Alors je pense à un livre qui a l'air vraiment sympathique que j'avais réussi à feuilleter mais que je n'ai pas encore acquis malheureusement, donc qui est Retour vers les futurs. Donc qui revient sur tous les post-apo en fait quasiment. Bon, beaucoup italien mais pas que en fait, il y a plein de choses, des choses vraiment qui ont l'air super cool quoi, mais très dur à voir quoi. Et puis oui voilà, on comprend mieux leur passion maintenant des post-apo italiens et puis leur envie de les éditer par la suite en Blu-ray quoi. Donc, oui, c'est un livre qui est vraiment intéressant, qui est pas très cher, hein, donc aux alentours de 20 €, un petit peu moins même, je crois. Donc voilà, c'est. Ouais, et puis qui récemment a été traduit en anglais quand même. Oui. Donc il s'exporte un petit peu. Donc c'est bien. Vous pourrez aussi retrouver le livre Slashers, notamment écrit par Lodi 16 et Claude Gaillard, les deux en fait, et d'autres personnes, qui revient évidemment sur toute la culture du slasher. Voilà. La fiche du bouquin c'est Scream, donc voilà, je pense que voilà, c'est bien classique. Alors il y a aussi un livre qui est très sympa, donc ça s'appelle C'est presque pareil. Donc écrit par Claude Gaillard, qui parle de toute l'espèce de plagiat ou de parodie en fait de films qu'on a pu voir dans les années 70-80. Donc voilà, donc là la pochette du film, la pochette du livre, c'est une espèce de parodie du E.T. en fait. Oui, un peu McEnemy on va dire. Je pense qu'il doit en parler dans le bouquin. Ça c'est sûr.
parodie de E.T. complètement daubée. Donc, Donc voilà, des choses comme ça, des bouquins comme ça qui reviennent sur des choses intéressantes, hein, vraiment c'est des sujets vraiment approfondis quoi. Voilà, précis, mais mine de rien assez riche quoi. Donc. Non, bien sûr. Il y a eu aussi Rayon X qui est sorti il y a peut-être il y a pas loin de 2 ans, donc voilà, qui revient sur les affiches de films porno en fait. Voilà, toute cette adorge du X. Il y avait aussi une séance dédicace, je crois, avec Ryan Jess à Betabunda. Oui, voilà, bien sympathique quoi. Donc, il y a aussi un bouquin qui est sorti peut-être, je dirais pas loin de 4 ans maintenant, donc, notamment dirigé par Guillaume Le 16, donc sur Brigitte Lahaie évidemment, qui est un super livre, qui est toujours disponible sur leur site à moins de 40 euros. Donc voilà, c'est. On va pas montrer des images parce qu'elles vont être strikées. Mais... Non, mais voilà, c'est un bouquin qui revient sur la carrière de Brigitte Lahaie, sur notamment les débuts du porno, ses débuts au porno, sa sortie du porno. Voilà, donc avec des commentaires de réalisateurs, de producteurs, donc notamment par exemple des gens comme Jean-Pierre Buixou, Gérard Kikoïn, Guy et Philippe Gérard, François Cognard, Christophe Lemaire. C'est la Bible un peu, hein, si vous êtes fan de Brigitte Lahaie, c'est le livre à avoir, quoi, vraiment. Non, bien sûr, complet, les photos sont magnifiques, enfin, il y a vraiment plein de choses, c'est très complet. Il y a un petit DVD avec, sur. Alors c'est pas le non, parce qu'il y a 2 DVD en fait. On peut vous montrer celui-là. Qui est à la fin, je crois. Voilà, qui est là. Vous pouvez le voir à la fin. Oui. Donc avec donc ça représente, il y a des masterclass, je crois, des bandes annonces, des choses comme ça. Et puis il y a celui-là, donc ça c'est l'édition collector, hein, donc là qui est en rupture de stock. Donc qui est super intéressante parce qu'il y a quand même le film de Jess Franco, Dark Mission, qui n'était jamais sorti. Improbable, oui, n'était jamais sorti avec Brigitte Lahaie et Christopher Lee, qui est pas un très grand film, mais donc c'est quand même sympa de l'avoir. Ouais. Et en deuxième DVD, il y a un documentaire super intéressant, donc signé par notre ami François Cognard, French Love, qui était sorti pour Canal+, je crois, à la fin des années 90, qui revient justement sur tout l'âge d'or comme ça, avec Brigitte Lahaie, José Benazeraf, ouais, il y a aussi Monica Swin, Joss Jacquin, Michel Lemoine. Enfin voilà, c'est... Ouais, beaucoup d'intervenants, franchement, qui ont vraiment. Jean Rollin aussi, voilà, c'est très, très sympa. Ouais. Et puis aussi, il y a plein de choses en plus. Il y a un film qui a été inachevé qui s'appelle Les Volets Bleus. Donc voilà, des choses comme ça, des bandes annonces, toutes les vidéos qui ont été utilisées pour la campagne aussi. La campagne Ulule qui était eu à l'époque. Enfin, vraiment, c'est un bel objet. Malheureusement, c'est épuisé. Donc si vous voyez le bouquin plus le DVD comme ça, je vous conseille de vraiment aller dessus. Donc voilà, pour finir, plus vidéo, donc c'est pas très vieux, hein, ça fait à peu près, voilà, on va dire 2 ans qu'ils sont là, mais c'est très prometteur, et puis j'espère qu'ils sortiront d'autres films comme ça, d'autres post-apo, peut-être encore d'autres choses, hein, mais vraiment... Bon, bah, je pense qu'il nous prévoit plein d'autres choses super intéressantes, quoi, pour les fans de Cinéma Bis. Bien sûr. Et puis ce qui est sympa, c'est qu'ils ont vraiment le retour, l'approbation du public, quoi, parce que quand tu fais une cagnotte et que tu as 700% à la fin, tu vois, t'es bien, t'as envie de recréer des trucs. Et, bien sûr. Puis peut-être des trucs un peu plus risqués aussi. Enfin, bien que le post-apo italien, c'est déjà pas mal risqué dans le genre, mais... Non, parce qu'il est vraiment sympa, c'est que c'est vraiment des fans qui font des choses pour des fans, quoi. C'est ça, c'est vraiment appréciable, je trouve. Et... Bah voilà, ils se sont dit, moi j'ai envie de voir ce film-là remasterisé en Blu-ray avec plein de bonus. Bah, du coup, ils le font et c'est cool, il y en a plein. Nous, on en profite. Et puis bon, bah voilà, on sait qu'ils vont tout faire pour satisfaire nos envies, quoi. Bien sûr. Donc voilà, on vous invite à aller voir, on va mettre le lien de leur site ici. Oui, là. bien sûr. Et puis vraiment, aller voir, c'est vraiment intéressant, il y a plein de choses. Et évidemment, mine de rien, ça part assez vite, hein, donc voilà. C'est ça, voilà. Et et puis voilà, si vous voulez retrouver les films post-apo, ils sont aussi disponibles sur le site du Shaki Film. Donc vous pouvez les avoir, si vous voulez en acheter qu'un seul par exemple, je crois que c'est 25 et 40 euros les deux, je crois. Ouais, voilà, donc c'est raisonnable, c'est vraiment raisonnable, quoi. Donc, voilà, si vous pouvez, prenez-les sur le site de Plus Vidéo, mais vous pouvez aussi passer par le Shaki Film, quoi. Donc voilà, amusez-vous bien, bientôt. Au revoir.